Au Congo, nous sommes en train d'aller vers une situation de sous-alimentation qui devient de plus en plus structurelle, c'est-à-dire qu'il y a la flambée des prix que l'on constate à des périodes bien particulières, mais il y a aussi une situation qui s'est installée depuis maintenant une trentaine d'années dans les familles où on le voit bien, le rituel d'antan que nous connaissions du repas de midi n'existe presque plus. Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, autrefois le marché se faisait à 9h, 10h pour ainsi être présenter le repas familial à midi à table. Aujourd'hui, à 12h, à 9h au marché, il n'y a pas grand monde. Les mères de famille font le marché le soir parce qu'il faut attendre que le père ou la mère de famille sorte pour aller se chercher, entre guillemets, trouver de quoi acheter et préparer l'unique repas de la journée, donc le soir. Chers téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'interview, votre émission de décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, dans l'interview, nous avons l'infime honneur de recevoir Madame Kissama Mariette, secrétaire générale de la Ligue panafricaine au Umoja. Bonjour Madame Kissama. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je suis Loriquet. Alors, sans plus tarder, Madame Kissama, il y a une question qui nous brûle les lèvres. Qu'est-ce que la Ligue panafricaine Umoja? Alors, la Ligue panafricaine Umoja Congo est un parti politique d'obédience panafricaniste. Plus clairement, nous luttons pour une Afrique libre, souveraine, pour une Afrique qui appartient vraiment aux Africains. Nous luttons pour l'unité des peuples d'Afrique et nous avons pour ambition d'aller vers l'avènement de ce que nous avons les États-Unis d'Afrique. Je suis donc secrétaire général d'un parti politique au Congo. Nous avons donc affaire à une politique. C'est le cas. Très bien. Avec vous, Madame Kissama, nous allons parler aujourd'hui de cherté de la vie, de la hausse vertigineuse des produits de première nécessité, particulièrement des produits alimentaires, et du panier de la ménagère qui peinent à se garnir. Au Congo, au-delà des problèmes politiques majeurs qui se posent, il y a de profonds malaises sociaux non encore résolus qui créent des dissensions dans nos communautés et des inégalités sociales. Nous pouvons citer entre autres la pauvreté qui s'accroît. Plus de 60% de la population congolaise vit dans la pauvreté. Et le plus grand nombre se trouve dans les zones rurales où la faim sévit. Cette situation rend le quotidien des Congolais de plus en plus difficile. La FAO définit l'accès des ménages à l'alimentation comme la capacité de se procurer une qualité et une quantité suffisante de nourriture pour répondre aux besoins nutritionnels pour les membres du ménage, leur permettant de mener une vie productive. Cependant, on peut dire que très peu de foyers au Congo arrivent encore à faire 3 repas par jour. Cela s'explique, semble-t-il, par la hausse des denrées alimentaires couplée au taux de chômage. Mais on constate que même dans les ménages qui sont actifs, la hausse des tarifs des produits de consommation courante et ceux de fabrication locale continue à laisser pantois et les stupéfaits. La hausse des prix des produits alimentaires est donc l'une des raisons essentielles de cette insécurité alimentaire que l'on constate dans notre pays. D'ailleurs, le rapport du cabinet américain Mercer sur la cherté de la vie place le Congo en 7e position des capitales africaines les plus chères. La flambée des prix des denrées alimentaires ne fait que s'accentuer dans les marchés de Brazzaville et autres lieux d'approvisionnement où les prix des denrées alimentaires de première nécessité, des vivres congelés et non congelés, notamment le poisson de mer, les cuisses de poulet, ont connu une hausse sur le marché, une situation qui dérange la population et menace de ce fait le panier de la ménagère. On met par exemple là, on a mis 3 poissons à 2500, alors on se retrouve avec seulement 1500. Vraiment, ça ne peut pas arriver. Le Congolais, tu peux voir même, oui, tout partout, le miel, le cuisse aussi, tu peux donner la femme 3000 francs pour aller au marché. Donc quand on arrive au marché, ça n'arrive pas. Tu peux avoir 2 poissons, 2500. Mais tu vas acheter la sauce. Le moins, comment tu peux faire à la maison? Ça ne marche pas. Le coût de la vie d'aujourd'hui, ça ne marche plus, surtout que les gens ne travaillent pas, il n'y a pas assez d'argent. Les choses qu'on achetait à 500 sont devenues à 1000, le coût a varié de 500 à 1000 francs.
Donc pour avoir là, pour bien moi, il faut même 10 000 pour faire le marché. En dépit de plus d'une descente effectuée par les agents commerciaux pour persuader les commerçants au respect des prix, l'augmentation des vivres donne du fil à retordre au ministère du Commerce et aux commerçants qui tentent de se justifier. Bon, lui là c'est importé, hein, ça vient d'Hollande, Brésil, ça arrive vers Pointe-Noire, un peu Pointe-Noire, ici à Brazzaville. C'est ça aussi, avec les douanes là aussi, c'est ça que tu vois que tout là sont augmentés maintenant là. Les bidons avant là c'était à 15 000, 14 750, dernier puis 16 000. Non, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, vous allez sur les champs froids qu'on achète, les grossistes, ils augmentent à tout moment. Tel que ça, par exemple, le Macos, c'était à 6 500, 7 000. Maintenant, c'est devenu à 11 000 francs. Vous voyez, le triple était à 11 500, c'est maintenant 13 000 francs. Les côtiers qui étaient à 9 500, c'est devenu à 13 000. Donc ça, la viande avant. C'est vrai que la viande avant on achetait ça à 48 000, maintenant c'est à 52 000. Donc on ne se comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas. La flambée des prix des denrées alimentaires constitue une épine dorsale pour le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, appelé à multiplier les descentes sur le terrain pour contraindre les commerçants à obtempérer au prix de vente en vigueur dans le pays. À la suite de ce reportage, on comprend que pour se nourrir correctement, les Congolais doivent donc faire des pieds et des mains et les pauvres ne savent à quel sein se vouer. Madame Kissama, à l'analyse de ce reportage, quel est votre sentiment sur ce sujet? En tant que parti politique panafricaniste, nous sommes évidemment effarés par ce qui se passe dans notre pays. Mais vous l'avez dit, le mot, vous l'avez prononcé, insécurité alimentaire. Au Congo, nous sommes en train d'aller vers une situation de sous-alimentation qui devient de plus en plus structurelle. C'est-à-dire qu'il y a la flambée des prix que l'on constate à des périodes bien particulières, mais il y a aussi une situation qui s'est installée depuis maintenant une trentaine d'années dans les familles où on le voit bien, le rituel d'antan que nous connaissions du repas de midi n'existe presque plus. Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, autrefois le marché se faisait à 9h, 10h pour ainsi être présenté le repas familial à midi à table. Aujourd'hui, à 12h, à 9h au marché, il n'y a pas grand monde. Les mères de famille font le marché le soir parce qu'il faut attendre que le père ou la mère de famille sorte pour aller se chercher, entre guillemets, trouver de quoi acheter et préparer l'unique repas de la journée, donc le soir. C'est un constat qui est effarant, qui interroge et qui est extrêmement inquiétant parce que ça date de maintenant plusieurs décennies que les choses se passent de cette manière-là et les gouvernements successifs n'ont pas pris les mesures qu'il fallait ou qu'il faut pour inverser la tendance. Aujourd'hui, dans les familles, on a des situations de malnutrition hors période de conflit. Autrefois, c'était en période de conflit qu'on avait des enfants malnutris. Aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux, dans les services de pédiatrie, vous avez des enfants qui souffrent de malnutrition dans les grandes villes. Donc, c'est une situation qui est très préoccupante et qui concerne tout le monde, même les familles moyennes, les familles de la classe moyenne. Autrefois, c'était simplement les personnes au chômage, celles dans l'informel qui avaient des difficultés à se nourrir. Exactement. Aujourd'hui, même les fonctionnaires ou encore la classe moyenne a du mal à boucler les 3 repas par jour. Et là, je parle du nombre de repas, donc je parle en termes de quantité. Et on peut aussi y ajouter le fait que les gens se nourrissent de plus en plus mal, parce que n'ayant pas les moyens d'acheter de la nourriture de bonne qualité, n'ayant pas non plus la possibilité d'en trouver facilement, les gens sont obligés d'acheter ce qui est à leur portée, tout en sachant très bien que c'est de la nourriture en fait qui rend malade. Le Congo, ces dernières années, on a eu une explosion des maladies métaboliques de type diabète, AVC, et tout ça, c'est bien parce que les gens se nourrissent peu et se nourrissent mal. Donc, c'est une situation qui, en tant que politique, nous préoccupe au plus haut point. Vous conviendrez donc avec nous que l'inertie de l'État donne de croire que les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Ce qui les pousse d'ailleurs, comme vous l'avez dit, à rechercher aussi des solutions appropriées pour sortir de la précarité. Donc, les nombreuses promesses de nos autorités d'en finir avec la vie chère, malgré toutes ces promesses, on constate que les prix ne cessent de galoper sur les étals de nos marchés. Les produits de première nécessité tels que le pain, même le manioc et le foufou, qui sont pourtant des produits
localement fabriqués ont doublé de prix ces dernières années. Et on ne nous justifie cela par aucune explication rationnelle. De plus, quand on prend l'exemple de la viande, pour ne prendre qu'un exemple basique, qui jadis coûtait 2500 francs CFA. Hein, on avait de la viande, pour dire de la viande avec hausse à 2500 francs CFA le kilo. Aujourd'hui, la viande est un produit de grand luxe qui est passé à 5000 francs CFA. Quand on connaît le revenu moyen des Congolais, on se demande combien de personnes sont à même de consommer ce produit. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires? Vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire ces dernières années, on assiste à des flambées de prix qui semblent être inexplicables et inexpliquées. Vous avez pris l'exemple du pain. Certes, la baguette est restée à 75, la baguette de 110 grammes, 75 francs, mais sauf qu'elle ne fait plus 110 grammes. Si vous allez dans des boulangeries, vous achetez du pain dans 5 boulangeries, vous venez chez vous, vous avez une balance, vous pesez, c'est rare qu'une baguette atteigne ne serait-ce que même 100 grammes. Donc, comme c'est un prix qui est homologué, on ne peut pas le changer comme ça. Les boulangers conservent ce prix, mais la baguette ne cesse de devenir de plus en plus fine. Et c'est aussi le cas du manioc, le mouélé qui coûte toujours 100 francs, est de plus en plus fin. Donc, en réalité, le pain, le manioc, le foufou, tout a augmenté parce que la quantité n'est plus la même, même si le prix au marché ou dans les boulangeries reste le même. Donc, ça, il s'agit là des denrées que les gens consomment tous les jours, des produits de consommation courante, dont certains sont produits sur place. Vous l'avez dit, par exemple, le manioc n'est pas importé, le pain, le blé est certes importé, le foufou, c'est un produit de consommation locale. Mais qui a augmenté de façon vertigineuse, Madame Kissama. La viande également, en tout cas la viande dite fraîche est censée être produite sur place. Donc, on se pose des questions sur ce qui ne va pas. Nous pensons qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer, en tout cas qui expliquent le fait qu'au Congo, depuis maintenant 20, 25, 30 ans, nous avons les prix qui augmentent de façon inquiétante. Il y a d'abord les facteurs infrastructurels. C'est vrai que ces dernières années, le gouvernement a construit des routes dans des grands axes. Nous le voyons. Seulement, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que les routes principales ne suffisent pas. Il faut aussi des routes secondaires. Et en termes de routes secondaires, il y a encore beaucoup à faire. Par route secondaire, j'entends les routes qui permettent, par exemple, à un village d'être relié à la grande localité du département. Par exemple, si vous prenez un département comme le Niari, par exemple, certes, il y a la grande route qui passe par Belizy, pour Pointe-Noire et pour Brazzaville, mais dans le Niari, vous avez des localités qui ne sont pas reliées à Belizy. Donc, les paysans qui sont dans ces localités-là, qui produisent, ne peuvent pas facilement écouler leurs marchandises à Belizy, qui est le grand centre. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est comme si on a pensé une jambe en bois, c'est-à-dire que c'est une fausse bonne idée, on a construit des grandes routes, les grands axes, mais les axes secondaires, si ce problème n'est pas pris à bras le corps, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a aussi le CFCO, qui jadis était le poumon de notre économie, qui est quasiment à l'arrêt. Le CFCO, je pense qu'il faudrait toute une émission consacrée au CFCO pour qu'on puisse décortiquer ensemble ce qui ne va pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on a annoncé le retour du train, au moins du train marchandise. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut plus évacuer, ou en tout cas, acheminer ce qui est produit à l'intérieur du pays vers les grandes localités par le train. C'est également le cas en ce qui concerne la voie fluviale. Notre pays est bordé par le fleuve Congo et par le Bangui. Nous avons des localités qui sont en bordure des eaux, qui produisent beaucoup tout ce qui est poisson et tout ce qui est légumes, tout ce qui est bananes, plantains et manioc, qui ne peuvent pas venir vendre à Brazzaville parce que nous n'avons plus de bateaux. Nous dépendons des bateaux centrafricains. Donc, il est difficile dans un tel environnement, avec un manque criard d'infrastructures de transport, de pouvoir mettre en place une politique d'approvisionnement digne de ce nom, à même de faire baisser les coûts dans les grandes villes. Ce qui est relativement choquant, c'est que quand vous allez dans les campagnes, surtout en saison des pluies, il n'est pas rare que vous puissiez constater que parfois, il y a là-bas des fruits, du manioc, des bananes qui pourrissent. Pendant ce temps, à Brazzaville, la Pointe-Noire à Belizy, ça coûte cher. Et on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous allez
au nord du pays, le poisson qu'on vous présente là-bas, le poisson mokalou qu'on vous présente là-bas, il est tellement de bonne qualité qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça à Brazzaville. Mais c'est parce que Effectivement. la nourriture n'est pas adéquate. S'il faut prendre 10 à 20 jours pour acheminer de la marchandise d'Infondo à Brazzaville, c'est presque un mois. Ce n'est pas possible de mettre en place une politique d'approvisionnement de grandes agglomérations en ne tenant pas compte de l'infrastructure. Il y a aussi notre économie dont la structure n'est pas adéquate. C'est-à-dire que depuis que nous parlons de l'agriculture, qui doit être notre priorité, c'est un simple slogan en fait. On ne voit pas de changement significatif. Il faut une politique vraiment volontariste pour encourager la paysannerie. Parce que quand vous côtoyez les paysans, ce n'est pas facile pour eux de travailler encore aujourd'hui en utilisant la houe, en mettant en place en ayant des moyens de production archaïques. Il faut aussi revoir, c'est vrai, le gouvernement a fait en sorte que l'importation de tout ce qui est machinerie agricole soit exonérée de taxes douanières, c'est bien, mais comment les paysans peuvent acheter de leur poche des tracteurs à l'étranger? C'est pas possible. C'est une mesure, on prend des mesures comme ça, il faut aller au bout de la démarche. Il faut permettre aux paysans d'avoir accès à tout ce qu'il faut en termes de matériel pour produire en quantité, tout en évacuant aussi là où il faut. Enfin, je sais que… Madame Kissama, en parlant de mesures, le Congo a signé depuis 2 ans la ZLCAF, Zone de libre-échange continentale, qui signifie l'abolition des barrières et taxes douanières entre les pays africains. Ainsi, le Sénégal, le Mali, le Cameroun et tous les autres pays africains pourront exporter leurs produits sur nos marchés sans payer aucune taxe, si ce n'est le transport, bien évidemment. Et nous alors, qu'importerons-nous chez eux alors que nous ne produisons quasiment rien? Au contraire, le Congo, Madame Kissama, et ça c'est effarant, importe chaque année plus de 700 milliards de denrées alimentaires. Je pense que vous l'avez souligné quelque peu. C'est énorme pour une population de moins de 5 millions d'habitants et pour un pays qui dispose pourtant, comme vous venez de le dire tout de suite, qui regorge de ressources naturelles nécessaires pour produire et exporter, même dans la sous-région. Quelles sont, selon vous, Madame Kissama, et selon l'UMOJA, la Ligue panafricaine UMOJA, les mesures urgentes à prendre pour que notre pays puisse à son tour produire suffisamment pour nourrir et sa population et importer dans les pays limitrophes? D'abord, en tant que parti politique panafricaniste, nous pensons que le Congo est un petit pays par la géographie, et par le nombre d'habitants et par la géopolitique. Donc, notre environnement naturel d'épanouissement, c'est l'Afrique. De ce fait, il est tout à fait normal, voire même souhaitable que nous puissions échanger en priorité avec le reste de l'Afrique. Donc, nous ne sommes pas a priori hostiles à la mise en place d'une zone de libre-échange économique avec le reste des pays africains. Mais, vous l'avez dit, comment le Congo peut faire en sorte de tirer son épingle du jeu dans ces échanges qui vont être mis en place avec les autres pays africains? Il faudrait que nous puissions miser sur nos atouts. Parce que les atouts, nous les avons. 90% de nos terres arabes ne sont pas mises en valeur, par exemple. Nous pouvons, en ayant une politique économique volontariste, nourrir ne serait-ce qu'une partie de l'Afrique centrale. Le manioc, par exemple. Le manioc est un aliment qui est consommé dans tout le golfe de Guinée, du Nigeria à l'Angola. Nous consommons tous oui, effectivement. Plusieurs formes. Pourquoi ne pourrions-nous pas en faire notre spécialité? Mais pour y arriver, il faut des préalables. Il faut une infrastructure, l'infrastructure de transport digne de ce nom. Il faut aussi revoir la structure de notre économie. Il nous faut avoir accès à l'énergie, parce qu'il n'y a pas d'industrie sans énergie. On en est encore à l'étape où le courant est très instable. À Brazzaville et à Pointe-Noire, à plus forte raison dans les villes d'importance intermédiaire. Donc, ça, ce sont les préalables à la mise en place d'une vraie industrie dans un pays.
si nous voulons miser sur l'agriculture et que ce ne soit plus un slogan, il faut véritablement encourager ce secteur par la formation, par l'accès à une agriculture mécanisée, en mettant en valeur la paysannerie, en réhabilitant les caisses de stabilisation, de sorte que nous ne puissions plus, que le paysan ne puisse plus être obligé de vendre plus cher parce que soumis aux aléas des saisons et des contraintes climatiques, il y a ça aussi. Ces caisses-là permettaient à ce que des revenus soient garantis, et c'est le cas en France, hein, et même aux États-Unis, que des revenus soient garantis aux paysans, même si cette année-là, il n'a pas pu attendre. Cette année-là, la saison sèche s'est déclenchée plus tôt. Ce sont les mesures qu'il faut mettre en place pour que les paysans puissent continuer à produire, pour donner aussi envie aux jeunes d'embrasser ce métier, parce que c'est un métier qui est difficile, qui ne nourrit pas forcément son âme. Surtout que moi, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je suis allée à l'intérieur du pays, j'ai assisté à une scène, un jeune paysan qui produisait de la tomate. Quand il est venu vendre auprès du commerçant qui avait son véhicule, qui voulait acheter, on lui a dit la caisse est à 1500. Il a dit non. Pour tout ce que je me suis donné comme mal pour produire cette tomate-là, j'ai 2 femmes, j'ai 8 gosses qui vont à l'école. Je préfère jeter que d'accepter 1500. Parce qu'il a travaillé dur. Il a fait tout à la main. Mais Madame Kissama, vous reconnaissez qu'il faut aussi des politiques avantageuses ou du moins des politiques intéressantes pour permettre l'épanouissement et l'éclosion de cette industrie. Si les entreprises qui viennent, pour prendre celles qui viennent de l'extérieur, investir au Congo, ploient sous les taxes douanières et les taxes diverses et sur la concurrence déloyale du gouvernement, comment voulez-vous que nous ayons un début d'industrialisation? Tout à fait. Il y a aussi le scandale fiscal, en tout cas la difficulté fiscale que nous rencontrons ici au Congo. Il y a déjà la fiscalité classique qui est assez compliquée. Il y a aussi ce qu'on appelle la parafiscalité, c'est-à-dire toutes les taxes qu'on invente tous les jours, que vous devez payer encore et encore, qui font que c'est difficile d'entreprendre pour les étrangers, mais aussi pour les nationaux, parce qu'il y a aussi des jeunes Congolais qui, dans la difficulté, essaient d'avancer, produisent, cultivent, élèvent, font de l'élevage, font de l'agriculture, mais qui ont du mal parce que pour venir vendre à Brazzaville, sur la route, il faut payer des taxes qui changent tout le temps. Ce n'est pas possible de faire fonctionner une petite ferme agricole quand on n'a pas la maîtrise de ses charges, parce que les taxes changent tout le temps. Le gouvernement n'accompagne pas ces jeunes gens-là. Et dans cet environnement qui est très compliqué, il est difficile de voir l'éclosion d'une quelconque petite industrie agro-pastorale. Merci beaucoup, Madame Kissama, pour la qualité de votre intervention. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Pour conclure, je dirais que nous devons changer notre paradigme économique. Notre économie est à restructurer et à repenser. Mais complètement. Et à repenser parce qu'il faut, quand on prend une décision, l'économie, il faut une cohérence d'ensemble, en fait. On ne construit pas des routes au hasard parce qu'il faut construire une route pour relier 2 villes. La construction d'infrastructures rentre dans un plan économique global. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que tout ce qui est produit à l'intérieur du pays arrive à Brazzaville. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on déclenche? Quels sont les leviers sur lesquels on agit? Les routes, à ce moment-là, il faut relier quoi ou à quoi? Est-ce que les routes principales suffisent? Pourquoi pas les routes secondaires? Est-ce que ce qui est produit à Brazzaville, dans les villages, arrive facilement à Brazzaville? Est-ce qu'on a une vraie politique d'approvisionnement? Ça, on peut mettre en place même des ponts aériens pour faire en sorte que le poisson qui vient de Ouesso, vous savez, à Brazzaville, il est relativement difficile d'avoir du poisson frais de Pointe-Noire. Et pourtant, ce n'est pas loin. Donc, on peut quand même imaginer, trouver des solutions à ce qu'il y ait une vraie pêche, ne pas simplement s'adosser sur les pêcheurs traditionnels artisans béninois de Pointe-Noire, une vraie entreprise de pêche à Pointe-Noire qui approvisionne tout le pays au travers des ponts aériens, au travers du chemin de fer, par la route Pointe-Noire, par les routes secondaires. Il nous faut vraiment une réflexion d'ensemble cohérente de notre économie. Il faut carrément la repenser si on veut
réellement trouver des solutions durables à ce problème de famine-là qui nous guette. Merci beaucoup, Madame Kissama. Je rappelle que Madame Mariette Kissama est secrétaire générale de la Ligue panafricaine Umoja. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.